sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et à la une de ce lundi 8 mai, la France a un nouveau président. Emmanuel Macron, le centriste pro-européen âgé de 39 ans, a remporté hier soir la présidentielle française face à sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen. Il est désormais le 8e président de la République, de la 5e République. Et pour en parler, ce matin, je reçois Franck Bondry, le député consulaire, le conseiller consulaire, pardon, dans un instant. Et puis en seconde partie, Franck Bondry restera avec moi pour prendre sa seconde casquette et qui est producteur de spectacles. On parlera également de tout ce qui se produit sur le territoire. Ce sera dans un instant. Juste avant la météo avec de belles éclaircies pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Côté Mercure, il fait actuellement 22 degrés sur Hollywood, 72 degrés Fahrenheit et on attend 29 degrés au plus fort de la journée, 84 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous matin. Et tout de suite, nous parlons politique avec Emmanuel Macron qui a remporté hier soir l'élection présidentielle en France. Et pour en parler ce matin, je reçois Franck Bondry qui est conseiller consulaire. Bonjour Franck. Alors du coup, nous allons parler un petit peu de l'analyse de ces résultats et puis votre première réaction tout d'abord par rapport à l'élection de Emmanuel Macron au poste de président de la République. Non, il a fait une très belle campagne. Bon, il est parti il y a 2 ans où pratiquement personne ne le connaissait et est arrivé à être président de la République sans avoir un parti pour l'instant derrière lui, puisqu'il a annoncé aujourd'hui qu'il allait créer donc maintenant le parti officiellement. D'arriver là, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et bon, alors bien sûr, il y a eu cette élimination dès le premier tour du Parti socialiste et des 2 grands partis, on va dire, les Républicains
et les socialistes. Le Parti républicain, c'est la première fois dans la Ve République où ils ne sont pas partis au deuxième tour. Second tour. Et se retrouver avec un Emmanuel Macron et face à une Marine Le Pen, bien sûr, il y a eu on va dire, ce front républicain qui s'est mis en œuvre pour, bien sûr, contrer le Front National. Parce que justement, les Républicains avaient appelé à voter pour Emmanuel Macron pour contrer, justement… voilà, c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de Républicains, bien sûr, qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron pour contrer le Front National. Et bon, bien sûr, cette large victoire, puisqu'il fait à peu près 66%. Un peu plus, ouais. Voilà. Donc, bien sûr, est un petit peu grâce à ce front républicain qui s'est mis en marche, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut en tirer justement comme conclusion par rapport à la situation de la France aujourd'hui? Je pense que les gens avaient vraiment envie les électeurs avaient vraiment envie de voir quelque chose de nouveau. On avait un petit peu, on ne va pas dire marre entre guillemets, mais de ces partis classiques qui ont fait, donc le Parti socialiste et les Républicains, qui ont depuis des années gouverné la France. Il y avait une alternance, oui, voilà, gauche, il y avait droite, toujours une gauche, alternance, droite. mais on se dit que depuis quelques années, on a l'impression que les gens ont l'impression que rien ne bouge et rien n'avance, donc ils ont vraiment voulu montrer qu'il fallait du changement en fait. Voilà. Et élire un jeune président, je pense que ça a été une principale motivation. Et 39 ans pour Emmanuel Macron, c'est le plus jeune président au niveau de la Ve République. Depuis la Ve République. Et donc maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle, on va dire, le troisième tour, qui seront les élections législatives. Donc ce sera le 3 juin pour les Français de l'étranger, donc une semaine avant le premier tour des élections législatives en France. Et puis pour le second tour, c'est le 17 juin. C'est ça. Donc vous parlez de la troisième mi-temps. Voilà, on va dire la troisième mi-temps, parce que je pense que pour nous maintenant, Français de l'étranger, l'élection législative est même plus importante que l'élection présidentielle. À quel niveau? Puisque c'est la personne le député qui vraiment nous représente et qui sera là pour se battre auprès du gouvernement. S'il est dans une majorité, donc ce sera plus facile pour lui. Donc on a tout intérêt à ce que on espère un autre candidat que nous avons eu actuellement ces 5 dernières années et qui, pour moi, a fait du très bon travail, puisque je travaille avec lui régulièrement, Frédéric Lefebvre. S'il est réélu, il fera le maximum, bien sûr, pour continuer à nous aider, nous, les Français, ici, aux États-Unis et au Canada. Parce qu'on a vu hier, en fait, dans son débat, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait la majorité, forcément. Il a salué ses électeurs, il a salué les personnes qui avaient voté pour lui, même sans être vraiment convaincu par son programme. Il a également salué les électeurs de Marine Le Pen. Au niveau pour l'obtention de cette majorité, vous pensez que les Républicains et même au niveau du Parti socialiste, il n'y aura pas d'accord ou de rassemblement avec Je pense qu'il y a effectivement des choses vont sûrement se passer dans la semaine. Il y a peut-être des gens qui, des élus actuels qui décideront peut-être de quitter leur parti, aussi bien au Parti socialiste qu'au Parti républicain, pour se joindre au nouveau parti d'Emmanuel Macron. Mais je pense que on a quand même, c'est à peu près 6 semaines et je pense que pouvoir réunir tout ça en 6 semaines, ce sera quand même assez difficile. Et je pense qu'on a une grande chance de se retrouver avec une alternance pour le gouvernement en fait, avec une coalition. On attend encore le nom du représentant. On attend le nom pour la Floride. Je pense qu'il sera annoncé dans les jours qui viennent, entre demain et mercredi. Donc on ne sait pas qui sera ici. La notoriété de notre candidat, Frédéric Lefebvre, fait qu'il a quand même un avantage sur cette personne qui viendra ici, puisque je pense que au niveau des Français de l'étranger, il a quand même rencontré, il a beaucoup été sur le terrain, il rencontre beaucoup de gens, donc il a quand même une notoriété ici. Et ce sera quand même difficile de battre ce candidat, je pense. On peut voir également que cette élection présidentielle a dépassé les frontières hexagonales. Au-delà des Français de l'étranger qui sont forcément sentis impliqués dans cette élection, beaucoup de pays ont pris part en fait, à commenter cette élection présidentielle. Ça a été vraiment Oui, ça a été vraiment, on va dire, un événement mondial déjà parce que c'était une surprise au niveau de ce qu'a fait le nouveau président Emmanuel Macron. Et on a vu même Barack Obama en dernière minute faire un message de soutien jeudi, je crois. Emmanuel Macron. Voilà, pour Emmanuel Macron, ce qui est assez incroyable, un ancien président prendre la parole et faire un message de soutien comme ça pour un candidat, je crois que c'est assez rare, on va dire. Mais donc, ce qui était important, c'était faire barrage au Front National, et ce qui a été fait
assez largement, puisque même si ce n'est pas le score de 2002, je crois, où ça avait été du 80 ou 82% pour Jacques Chirac, mais 66% c'est quand même un gros score pour une présidentielle. Parce que beaucoup de personnes ont également comparé cette élection française à ce qui s'est passé finalement aux États-Unis en novembre dernier. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit si ça s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, pourquoi ça se passerait pas un petit peu pourquoi ça se passerait pas en France où une totale surprise ferait que le Front National arrive en tête. Mais bon, les Français ont été on va pas dire plus intelligents mais que les Américains, je veux pas dire ça, mais on va dire que les Français ont quand même été plus sages, on va dire que voilà. Est-ce que ça aurait pu être dramatique de voir passer dramatique de nos jours, c'est vrai que bon, on essaie de diaboliser tout ça, mais je pense que de nos jours, Marine Le Pen, même élue, n'aurait pas pu faire vraiment tout ce qu'elle. On voit déjà les difficultés qu'a Donald Trump ici, et je pense que déjà Marine Le Pen aurait encore eu moins de chances que Emmanuel Macron d'avoir 300 députés pour pouvoir gouverner. Donc ça aurait été compliqué, je pense, pour elle aussi. Alors ça aurait été, bien sûr, les premières semaines, ça aurait mis un petit peu la panique un peu dans toute la politique. Il y aurait eu un petit peu des choses qui se seraient passées, mais je ne pense pas qu'elle aurait pu vraiment faire tout ce qu'elle voulait faire, je veux dire. Voilà. Et pour terminer sur cette partie politique, finalement, les législatives, c'est important qu'il y ait des partis qui contrent un petit peu les idées du parti En Marche d'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Dans la politique, c'est toujours important qu'il y ait, on va dire, des partis qui contrent un peu tout ça, parce que le débat est important. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se mobiliser et voter aux législatives, parce que les Français de l'étranger, malheureusement, ne s'y intéressent pas trop aux élections législatives, alors que c'est vraiment important pour eux, puisque c'est leur député, et c'est le député qui se battra pour eux et faire essayer à changer des lois en faveur de nos compatriotes expatriés, on va dire. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire justement, qu'est-ce qu'il reste à faire à Frédéric Lefebvre pour espérer pouvoir être réélu Maintenant, il faut qu'il fasse une bonne campagne. Hein. Il rentre en campagne là tout de suite. Enfin, il a déjà un petit peu commencé sa campagne, mais on va dire les campagnes officielles démarrent maintenant cette semaine. Donc il faut qu'il fasse une bonne campagne, qu'il montre tout ce qu'il a fait ces 5 dernières années. Parce qu'on l'a vu finalement, les Français d'Amérique du Nord ont voté massivement pour Emmanuel Macron. Oui, en fait, bon, le premier tour, on va dire en Amérique du Nord, Emmanuel Macron est arrivé en tête. En Floride, c'est les Républicains qui sont arrivés en tête, donc, et qui ont reporté leur voix, bien sûr, sur Emmanuel Macron au deuxième tour. Donc on pense que quand même, le député, c'est le député du Canada et États-Unis. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on est plus à droite, et on va dire au Canada, on est plus au Parti socialiste. Donc ça peut faire une balance, et il faut, il faut quand même faire une très bonne campagne et montrer à nos compatriotes ce que le député pourra faire pour eux. Donc la campagne se poursuit avant le premier tour de ces législatives pour les Français de l'étranger, le 3 juin prochain. C'est ça. Voilà. Franck, vous restez avec nous. On referme ce chapitre politique pour parler de toute autre chose. On va parler spectacle et culture dans une seconde partie. Très bien, merci. Et nous, on se retrouve donc juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State.
Le mouvement des caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin, toujours avec Franck Bondry, mais cette fois-ci nous allons parler événementiel, nous allons parler spectacle et un petit peu tout ce qui se fait dans le sud de la Floride avec votre société de production, parce que vous êtes également producteur de spectacles ici depuis… On a démarré cette activité il y a environ 10 ans. Ouais. Parce qu'au départ, bon, moi ça fait maintenant 17 ans que je suis en Floride et j'ai toujours été plus ou moins dans l'événementiel, mais c'était plus de l'événementiel corporate pour des sociétés. Et on s'est aperçu qu'il y avait une demande. On a toujours voulu faire quelque chose au niveau culturel pour la communauté française. Donc il y avait un manque, c'est ça? Enfin, il y avait voilà, il y avait un manque. De… On était ici, enfin on était là depuis quelques années, on se disait on n'a jamais de spectacle en français, il n'y a pas de cinéma, enfin voilà, donc on avait envie de retrouver un petit peu de… Et puis par mon autre activité, j'ai commencé à rencontrer, par mon activité événementielle corporate, par hasard j'ai rencontré des artistes qui me disaient nous on viendrait bien faire des concerts aux États-Unis et on a dit allez pourquoi pas et puis on a lancé la chose. Et puis maintenant, depuis 10 ans, les premières années, ça a été difficile. Ça a été compliqué un petit peu. Ça a été compliqué parce que les gens n'étaient pas habitués à ça, donc il fallait le faire savoir. Et on ne peut pas communiquer comme on va faire un spectacle en France. On fait de la publicité à la télé, les journaux. Ici, on ne peut pas. Il faut le faire vraiment pratiquement par le bouche à oreille dans la communauté. Donc, et il y a 10 ans de ça, les emails, bon, c'était pas encore… simplement répandu. Voilà. Et donc maintenant, avec les emails, tout ça, on a des grosses bases emails, donc c'est facile à le faire savoir. Et en plus, la communauté française ces 10 dernières années, c'est quand même bien développée en Floride. Donc la communauté francophone, on va dire également, puisqu'on a beaucoup de Canadiens, d'Haïtiens qui viennent aussi à nos spectacles. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment une demande et chaque spectacle, les salles grossissent, on va dire. On prend des salles de plus en plus grosses, puisqu'on démarrait sur les premiers spectacles. On avait du mal à faire 200 personnes. Aujourd'hui, on a fait, par exemple, Charles Aznavour, on a fait 4000 personnes. Oui, parce que justement, c'est des grandes têtes d'affiche à chaque fois que vous faites venir sur le territoire. On parle Gad Elmaleh, on parle Patrick Bruel, Charles Aznavour. On essaie d'avoir, en fait… parce que les artistes maintenant savent qu'on fait ça aux États-Unis, donc ils nous appellent tous. Mais les artistes récents, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en France, actuellement, ils remplissent des zéniths, des salles qui vont faire 10 000 places, mais les Français qui sont installés ici depuis longtemps ne les connaissent pas. Donc, donc ça ne veut pas dire parce qu'un artiste français aujourd'hui est très populaire en France qu'il sera populaire ici au sein de la communauté. Donc on essaie de trouver un compromis avec ces nouveaux artistes, mais également des anciens qui sont là, qui sont installés depuis longtemps, enfin installés, je veux dire installés au niveau notoriété, voilà, dans la tête des gens depuis longtemps. Et donc c'est pour ça qu'on a fait venir des gens comme Charles Aznavour, Patrick Bruel, enfin des classiques en fait. Gad Elmaleh, bon, qui est maintenant, qui a été le premier en fait à faire un spectacle aux États-Unis, enfin à Miami. Son premier spectacle a été à Miami. C'est déjà la 3e fois maintenant qu'il vient à Miami et la dernière fois qu'il est venu en mois de février, il s'est mis maintenant à carrément faire des spectacles en anglais puisque son objectif dans les 2 prochaines années est de vraiment percer aux États-Unis
devenir vraiment une star comme une autre, hein, je veux dire, sur le marché américain. C'est un tremplin justement pour certaines célébrités, certaines stars. Ça leur permet d'ouvrir un nouveau marché, enfin de se mettre sur un nouveau marché. C'est assez compliqué, ça dépend. Il faut vraiment, si on veut vraiment se mettre sur ce marché, il faut faire comme Gad, s'installer aux États-Unis, puisqu'actuellement il vit à New York. Il travaille avec des auteurs américains, il a une coach anglaise tous les jours avec lui. Donc voilà, il faut vraiment se dire, bon, je viens vivre aux États-Unis et je me donne 2-3 ans pour voir si je vais y arriver. Mais ce n'est pas juste en venant une fois comme ça de temps en temps qu'on arrive à percer sur le marché américain. Et vous les sélectionnez comment, les célébrités que vous faites venir ici? Souvent, c'est eux qui maintenant nous demandent. Donc ça c'est un luxe on va dire, mais voilà, au tout début… Voilà, au tout début c'était selon des opportunités. Hein. On se disait… On essayait de parler avec les gens et dire tiens, qui vous aimeriez voir. Alors on disait un tel. Donc on essayait de les contacter. Alors quelquefois ils disaient ah, pourquoi je vais venir aux États-Unis, je ne suis pas connu. Donc il fallait bien leur expliquer que c'était pour la communauté française. Quel est le travail que vous deviez fournir à ce moment-là? Parce que malgré tout, les États-Unis c'est un grand pays, c'est mondialement connu, mais comment on arrive à faire venir des célébrités sur le territoire? En fait, c'était bon. Déjà, ils étaient très flattés qu'on les appelle pour dire venez jouer aux États-Unis. Après, ils étaient un petit peu réticents parce qu'ils se disent mais je ne suis pas connu aux États-Unis. Donc c'était à nous à leur expliquer qu'en fait, bien sûr, c'était pour la communauté française, qu'on avait des databases de gens, qu'on allait… Parce que ce qu'ils ont peur, bien sûr, c'est d'arriver et qu'il n'y ait personne dans une salle. Voilà. Donc ça, c'est très mauvais pour un artiste. Donc il fallait les convaincre que, quoi qu'il arrive, on aurait quand même du monde au spectacle. Voilà. Donc c'était ça le plus dur à faire. Est-ce que vous touchez également un public autre que francophone? Est-ce que des Américains peuvent venir suivre également les prestations de ces célébrités-là? On a maintenant quelques Américains fidèles, mais c'est des Américains qui aiment le français, qui parlent un peu français et qui ont envie de voir un petit peu de culture française. Alors ça représente vraiment très peu de spectateurs dans nos spectacles. Non, mais par exemple comme Gad Elmaleh qui fait un spectacle en anglais. Gad Elmaleh, voilà, à la différence quand on avait déjà fait 2 fois en français ici, c'est que maintenant, déjà c'était la première fois où c'était sold out, c'était plein, on a refusé peut-être 300 ou 400 personnes, justement parce que tous ces Français ont emmené ou leur famille qui parlait américain ou leurs amis, donc on s'est retrouvé à avoir un petit peu un mix de Français et d'Américains dans la salle, et on a vu que ça marchait très bien et que c'était bien reçu. Voilà, que c'était bien reçu. D'ailleurs, Gad, 15 jours plus tard, n'en a pas parlé, mais a fait un spectacle au Hard Rock ici à Hollywood pour l'ouverture de Jerry Seinfeld. Il n'en avait pas parlé qu'il était là parce qu'il voulait vraiment avoir un public vraiment pur américain. Et moi-même, j'y étais parce que j'étais avec lui. Et on avait 5000 Américains, donc la salle était pleine. Et vraiment, les gens ont vraiment bien réagi, ont bien rigolé, ont adoré. Donc on sent qu'il se passe quelque chose pour lui et qu'il est en train peut-être de réussir son pari ici aux États-Unis. Alors la saison au niveau des spectacles se termine, on va dire, un petit peu pour vous. L'été, il ne se passe pas grand-chose. Vous préparez déjà la saison prochaine? Alors là, on travaille, nous, en principe, la saison, c'est entre, on va dire, septembre et avril, où on essaie de faire venir quelques spectacles. Parce que bien sûr, nos compatriotes, beaucoup partent après les vacances scolaires, donc il y a moins de… Et comme on a vraiment besoin de la communauté française, on ne peut pas se permettre de faire des spectacles quand on a un risque qu'il y ait beaucoup d'absents, on va dire. Donc on essaie de faire ça octobre à avril. Donc là, on est en pourparlers avec des nouvelles célébrités et j'espère qu'on pourra vous annoncer rapidement. Prochainement. Il y a des thèmes un petit peu où vous allez angler un petit peu sur certains thèmes? Alors c'est vrai que souvent on fait plus de comiques, tout ce qui est one-man show, parce que ça coûte moins cher. Parce que quand on produit un spectacle, quand il y a des musiciens, ça fait, par exemple, Patrick Bruel, c'est pratiquement une vingtaine de personnes qui viennent de France, donc tout ça, ça coûte vraiment cher. Tandis que tout ce qui est one-man show, ça représente 3-4 personnes maximum. Donc c'est plus simple à monter, il y a moins de besoins techniques. Donc on essaie, parce que c'est encore difficile de rentabiliser ces spectacles, donc on essaie de voir les artistes qui nous coûtent le moins cher possible pour pouvoir au moins équilibrer les frais et rentabiliser le spectacle. En fait. Et vous, à titre personnel, ça fait quoi à chaque fois de recevoir une célébrité comme ça sur le territoire américain? Non, nous, je veux dire, on se fait plaisir et puis ça nous apporte une certaine notoriété et ça nous permet peut-être d'aboutir sur d'autres choses dans le futur, d'autres projets. On est peut-être sur un festival du rire ici en Floride. Voilà, donc c'est un petit travail qui prend du temps pour essayer d'aboutir à quelque chose de plus grand et plus important. En fait. Il y a des échanges qui sont faits justement, enfin, si vous faites venir
venir des artistes français sur le territoire américain. Est-ce qu'on vous demande également de trouver des artistes américains pour les faire connaître en France? Les gros artistes américains, ils n'ont pas besoin de moi. Hein. En France, tout le monde les veut, je veux dire. Après, on a des petits artistes. Oui, justement pour les faire connaître, voilà, les faire émerger. On a un artiste ici qu'on produit maintenant qui est de Miami, qui s'appelle Chris Cab, et qui a été, ça a été notre surprise samedi soir. On nous a appelé à 5 h de l'après-midi en disant que l'équipe d'Emmanuel Macron voulait qu'il vienne chanter pour hier soir. Carrément. Voilà. Et Chris Cab a fait hier soir l'ouverture. On était contents parce qu'on l'a vu sur toutes les télévisions en France. A fait l'ouverture. C'est un artiste de Miami qui a fait l'ouverture au Louvre avec Emmanuel Macron. Donc c'est un beau clin d'œil finalement. Voilà, c'était un beau clin d'œil pour nous et c'était sympathique. Parce qu'on vous a vu passer également sur les réseaux sociaux avec des artistes un peu moins connus au niveau international comme Kenji Girac. Non, Kenji était là parce qu'on essaie de développer un côté production maintenant où on produit nos propres artistes et on travaille avec des ingénieurs ici, des ingénieurs son et on va dire des producteurs de musique. Et Kenji était là en Floride, il est venu enregistrer une partie de son nouvel album. Et comme son producteur, je le connaissais, donc on s'est rencontrés comme ça, un petit clin d'œil, on s'est juste dit bonjour. Il n'est pas encore prêt pour venir faire un concert en Floride, mais je pense que c'est un de nos futurs artistes. Mais prochainement, on pourrait peut-être le voir sur une des scènes. C'est possible que peut-être sur 2018, il fasse quelque chose ici. Voilà. Et si on veut suivre l'actualité un petit peu de votre société de production, est-ce que vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver On a le site internet Entourage Entertainment et également la page Facebook Entourage Entertainment qui vous tient au courant de toutes les activités que l'on fait. Parce que bon, il y a la Floride, mais en fait, quand on fait nos tournées d'artistes pour rentabiliser, on essaie de faire surtout les États-Unis, minimum 4 dates. On fait toujours Miami, New York, Los Angeles, San Francisco. Tout commence par Miami, mais après finalement, vous essayez de partir en tournée. C'est ça. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Franck d'être venu sur notre plateau ce matin. Et à bientôt. Merci bien. Au revoir. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. C'est bon? Bon. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Cette émission, une émission que vous pouvez retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Puis je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur le canal 11.3 depuis la semaine dernière. Nous déménageons du canal 44.2 au 11.3 et puis si jamais vous pouvez faire circuler l'information. Si jamais les gens ne peuvent pas nous capter grâce à l'antenne, vous pouvez également nous suivre en direct sur Internet, sur notre site www.floride.tv. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h. Bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine